Bienvenue dans les podcasts de la boîte à outils du management des éditions Duno. Dans ces interviews, nous vous emmenons à la rencontre de managers audacieux, singuliers, véritables créateurs d'engagement. Le plus durable et le plus humain, et c'est bien ce qu'ils incarnent. Trouver l'équilibre entre autonomie des équipes et influence, réponse aux besoins actuels et aux attentes futures, conformisme et créativité, nos invités nous livrent ici les clés de leur pratique managériale et les réflexions qui les guident. Notre souhait est que ces épisodes vous inspirent, au-delà de la théorie, à incarner votre propre management, engageant et humain. Bonne écoute. Nous rencontrons aujourd'hui Stéphanie Agamemnon, directrice de la communication chez Safran Nacelle. Avec Stéphanie, nous parlons de l'influence de la culture nord-américaine sur son approche du management, sa manière de faire vivre la diversité au sein de son équipe, de la manière dont la prise en compte des individus nourrit le collectif, de son approche empathique et ferme du management, mais aussi d'humilité, de libération de la parole dans son équipe et de la confiance comme fondement. Stéphanie, j'aimerais qu'on parle de ton parcours personnel et notamment de l'influence de la culture anglo-saxonne sur ton approche du management. Quelle a été ta rencontre avec cette culture et comment est-ce qu'elle a influencé ta manière d'appréhender ton rôle de manager ? Alors déjà, depuis toute petite, j'ai eu la chance, mes parents, ils ont développé mon goût pour le voyage. Donc j'ai toujours aimé découvrir d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres personnes, et ce qui m'a donné l'envie d'aller travailler à l'international. Et en fait, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit il y a aucun souci, mais tu finis tes diplômes et puis après tu peux partir t'installer. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai obtenu un diplôme de l'Institut Mines Telecom Business School et ma maîtrise de sciences de gestion. Et en fait, j'ai fait la demande de résidence permanente pour aller vivre au Canada, donc un pays que j'avais déjà visité pour mes vacances et j'avais vraiment envie de m'y installer. Et donc je suis partie avec mes 2 valises et puis la première crainte en fait que j'ai eue, c'est que en France j'avais fait la voie, ce que j'appelle royale, donc j'avais fait mes études, j'ai été diplômée et puis j'avais aussi le reflet qu'avaient mis mes parents ou même la société, et donc je craignais que ça soit en fait différent au Canada. C'était ma plus grande crainte. Et finalement non, la réalisation c'est que j'étais la même. Et quand j'ai pris mes fonctions, ce qui m'a tout de suite étonnée, c'est déjà cette confiance a priori que les gens mettaient sur moi. Plus j'étais capable de réaliser des choses, plus on m'en donnait à faire. Il y avait aussi cet empowerment, donc en fait la capacité de réaliser et d'être reconnu pour ce que vous faites. Le droit à l'erreur aussi. Et un truc très très important surtout, alors moi qui m'a beaucoup aidée, c'est de capitaliser sur ses forces. Ah oui. Et là, je me suis vraiment rendu compte que, effectivement, quand on est fort quelque part, déjà, c'est qu'on aime souvent, donc on a envie de s'améliorer. Alors qu'un point d'amélioration, déjà, vous n'en avez pas toujours conscience et vous êtes moins bon. C'est comme à l'école, hein. Il y a des matières dans lesquelles vous êtes bon et pas bon. Et là, j'ai vraiment appris l'importance de vraiment capitaliser sur ses forces et finalement de s'entourer des personnes qui avaient les forces de vos faiblesses. Et c'est ça que j'ai vraiment intégré dans mon management à l'heure actuelle. C'est très, très lié à la notion de diversité. Et je sais que la notion de diversité est hyper importante. Je sais que la notion de diversité est très importante pour toi. Tu as construit une équipe diverse. Tu l'as construite. Et est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est la diversité pour toi ? Oui. Alors, la diversité, pour moi, en fait, c'est le reflet d'une variété de profils divers, donc soit dans une entreprise, soit dans une équipe. Donc, c'est la nationalité, la culture, la formation, l'expérience, les compétences, et que ce soit professionnel ou interpersonnel, les profils, les goûts. Et finalement, c'est que chacun se sente à sa place, apporte ses forces au sein de l'équipe, mais reste authentique, fidèle à qui il est et ses valeurs. Et surtout qu'il se sente responsable et valorisé dans son travail. Donc moi, par exemple, dans mon équipe, on est 10, la majorité en France, parce qu'on est un groupe français, mais il y a quand même 5 nationalités, des formations variées et pas forcément en communication. Hein. J'ai des gens qui ont fait des écoles de commerce, l'université ou même une école d'ingénieur, et surtout des expériences très variées. Et donc, ça apporte des points de vue très, très différents dans l'équipe. Mais une fois qu'on a dit ça, la question, c'est de savoir comment on fait en sorte pour que ces personnes puissent travailler efficacement, sereinement, ensemble. Est-ce que tu as identifié des ingrédients qui font que ça fonctionne ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais en fait, moi, j'ai des valeurs et des principes qui sont dans mon ADN.
Et donc, je regarde naturellement à recruter des profils divers parce qu'en fait, si j'ai 9 autres Stéphanie, je ne vois pas l'intérêt. D'ailleurs, ça, je pense que ça serait même un enfer à gérer. Mais voilà, des profils différents. Là, typiquement, moi, dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont des compétences en communication, mais qui connaissent pas forcément Safran Nacelle. Et à l'inverse, j'avais des gens qui connaissaient Safran Nacelle, mais qui connaissaient pas la communication. Et donc, en fait, chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en matière de recrutement, que ça soit même les stagiaires ou les apprentis, il y a une décision déjà qui est collégiale, où on est plusieurs personnes à rencontrer la personne qui va nous rejoindre. On a un processus aussi bien carré de ce que j'appelle un onboarding process. Donc, la personne qui arrive, elle a déjà 2 semaines où elle va forcément faire l'administratif, rencontrer tous les membres de l'équipe, les personnes principales avec qui elle va faire affaire, visiter l'entreprise. Et après, 2 fois par année, on a aussi un séminaire. Et dans ce séminaire, on fait ce qu'on appelle un processus d'induction. Donc la personne en fait parle d'elle. En général, elle fait aussi un profil de personnalité en amont avec une séance de coaching. Le MBTI, c'est ça? Oui, c'est ça, le MBTI, exactement. Et donc elle explique déjà elle pourquoi elle est là, pourquoi elle a choisi Safran Nacelle, pourquoi ce poste et quel est son profil. Et l'équipe de l'autre côté, donc explique aussi pourquoi ils sont là, mais pas les individus. C'est vraiment au nom de l'équipe. Et il y a une 3e partie qui est intéressante. Par exemple, c'est tout ce que vous devez savoir sur la chef et qu'on ne vous redira jamais. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour accélérer le processus qui risque de découvrir peut-être en 2 ans. Bah là, ça leur est dit typiquement sur une journée. Voilà. Et en fait, mon expérience a vraiment montré que plus on se connaît, plus on est en capacité de mieux travailler avec les autres. Donc, le motto que j'ai, voilà, c'est mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Et alors, ce que je trouve fascinant dans ton approche, c'est que tu laisses énormément de place à l'individu, à l'individualité même, et que le collectif a l'air de s'en trouver vraiment renforcé. Comment s'opère ce passage de l'individu au collectif ? Alors, c'est pas toujours un passage simple et facile. Ça prend même du temps et chacun va pas au même rythme. Mais la clé, en fait, c'est la bienveillance. C'est vraiment le fait de pas porter de jugement et de laisser chacun s'exprimer. Donc, écouter, laisser chacun donner son avis et puis expliquer la prise de décision. Donc moi, ça m'arrive très souvent, la personne émet un avis, mais en fait, je ne vais pas le retenir et donc j'explique aussi pourquoi, ça c'est important. Un autre point aussi, c'est la transparence. Donc, en plus, moi, je travaille en communication et la moindre erreur de communication peut être fatale. Donc, je partage énormément de choses, même des informations qui sont dites confidentielles, parce que je considère que s'il manque une information, la personne, enfin le membre de mon équipe, sera pas en capacité de faire sa tâche comme il faut. Et l'important, c'est de mettre à profit en fait chacun ses compétences dans ses domaines de prédilection pour d'atteindre la performance collective optimale. Et ça, c'est pas toujours facile. Puis je vais être franche, ça fonctionne pas toujours en fait. Déjà. Et puis il y a certaines personnes qui adhèrent pas forcément à ce mode de management. Et puis là aussi, je dois prendre des décisions qui sont pas toujours simples, mais qui sont au service et du collectif et de la personne aussi. Et l'un des points importants, c'est le droit à l'erreur, qui est pas facile parce qu'on travaille dans un groupe qui est exigeant. Je suis moi-même exigeante, et il faut quand même laisser le droit à l'erreur. Faut expérimenter. C'est comme votre enfant, vous lui dites, touche pas la plaque, tu vas te brûler, mais en même temps, il faut qu'il le fasse pour réaliser. Et donc c'est un peu ça. Donc faut être capable de laisser le droit à l'erreur, de la faire rapidement et d'en apprendre pour pas la refaire juste après. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as un peu mentionné là, mais c'est cette idée de cette fluidité que tu as l'air d'avoir entre les moments où tu dois trancher, où tu dois endosser vraiment ton rôle de chef, et les moments où tu écoutes les autres, où tu les consultes. Comment tu sais ou tu sens quelle casquette tu dois prendre à quel moment ? Oui, alors ça c'est pareil, c'est pas toujours facile. Alors, je dirais que ça va aussi beaucoup avec l'empathie.
Je vais en reparler. Donc l'empathie, alors ne pas confondre avec la sympathie, je sais qu'on fait souvent l'amalgame, mais pour moi l'empathie c'est la capacité à écouter l'autre et de comprendre ce qu'il ressent, mais la sympathie c'est de pas prendre ses émotions pour soi. Et ça c'est pas facile, et je vous avoue que moi c'est pas toujours évident. Et donc je le sens. Alors après ça va aussi quelque part des fois avec ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, mais vous sentez bien quand la personne il y a quelque chose qui va pas et qu'elle a besoin de s'exprimer, que ça soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Et donc faut laisser ce temps où la personne peut s'exprimer, qu'elle dise les choses, même pour prendre une décision. J'écoute. Et par contre, à un moment, faut prendre des décisions, ou quand je vois que finalement on tourne en rond, même au sein de l'équipe, où là, j'endosse ma casquette de manager, je prends la décision, et des fois qui va aussi à l'encontre de ce qui a été exprimé, et j'explique pourquoi j'ai pris cette décision. Et alors, il y a quelque chose qui est déjà beaucoup revenu dans ce que tu nous partages là, c'est cette idée de libération de la parole dans ton équipe, de laisser la place pour que les gens puissent s'exprimer. Derrière ça, j'entends la notion de vulnérabilité qui est très à la mode, qui est pas toujours simple à faire vivre. Le fait de révéler ses doutes, ses difficultés. Et ça ne se décrète pas. Un climat de confiance où on peut faire ça. Comment tu t'y prends pour créer cette sécurité-là qui fait que ton équipe est prête à parler ? Alors, encore une fois, c'est pas toujours évident. Alors, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, c'est juste évident parce que c'est devenu un mode de fonctionnement. Mais c'est par exemple, j'ai des profils différents. Il y a des gens qui sont très expressifs, donc qui vont naturellement prendre la parole tout de suite. Il y en a d'autres qui sont un peu plus en retrait, en introversion. Je prends un exemple, par exemple, quand j'ai une réunion sur un sujet bien spécifique, souvent je préviens du sujet, par exemple, 1 semaine à l'avance, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'y réfléchir. Si je les mets tout de suite dans une salle pour porter un avis, ils vont avoir du mal. Donc c'est aussi prendre en considération et mettre les ingrédients nécessaires pour que les personnes puissent s'exprimer. Et après, c'est laisser le droit à la parole et que tout le monde puisse s'exprimer. Et en t'appuyant aussi, j'imagine, sur le MBTI et sur ce que tu sais des principes de fonctionnement de chacun. Absolument, absolument. Alors, en plus, quand on fait le profil MBTI, déjà, c'est pour soi, donc on se découvre. Et des fois, d'ailleurs, c'est difficile parce que tout le monde ne le fait pas. C'est culturellement, on le fait pas forcément en France. Donc, c'est déjà se connaître et c'est des préférences. Ça veut pas dire que vous allez être comme ça tout le temps. Et effectivement, après, nous, on le partage. Par exemple, moi, les gens savent très bien dans mon équipe comment font m'aborder. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui n'est pas trop dans les détails. Donc, quelqu'un qui est beaucoup dans les détails. En plus, j'ai complètement confiance parce que je sais que la personne va avoir étudié le sujet et va m'apporter une solution. Et donc, déjà, la personne en face va savoir comment, moi, me parler. Et moi, même chose, je sais comment parler à cette personne. Et donc, ça aide beaucoup. Et donc, tous nos profils sont partagés. Et c'est un choix qu'on a fait. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'exemples sur cette notion de sécurité, justement, de la manière dont tu as géré le confinement et les thèmes de tes 2 derniers séminaires dont je pense qu'ils font pas mal écho au sujet aussi. Oui. Alors, pendant le confinement, alors déjà, moi, j'ai un management, donc le siège de la société est au Havre, et moi, en fait, je suis basée à Paris. Donc déjà, je suis naturellement pas 100% du temps avec mes équipes, et j'ai des personnes basées au Havre, j'ai des personnes à Saclay, mais j'en ai aussi au Maroc et en Angleterre. Donc déjà, on est répartis. Et nous, par exemple, il y avait déjà le télétravail dans notre équipe avant même le confinement, donc on avait l'habitude de ce distanciel. Donc pendant le confinement, là, j'ai mis en place, par exemple, un call, mais journalier, là, avec l'équipe, parce qu'on sentait bien qu'au-delà du travail, il y avait une certaine difficulté. Au bout de 15 jours, d'ailleurs, de confinement, moi, j'avais pris quelqu'un dans mon équipe pour travailler avec moi parce qu'elle était polyvalente. Mais quand j'ai réalisé qu'au bout de 15 jours, ça allait s'inscrire dans la durée, j'ai proposé à tout le monde de sortir de sa zone de confort, finalement, de ne pas faire juste la tâche ou les compétences pour lesquelles il avait été embauché, mais de faire d'autres choses et en fait, en fin de journée, de transférer à son autre collègue. Et ils ont tous accepté, donc on est passé dans ce mode de fonctionnement. Donc là, ça impose et ça suscite de bien faire son travail dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément, de tout transférer à son collègue et de lui faire 100% confiance parce que c'est lui qui va reprendre les sujets et qui va le retransférer à une autre personne le lendemain soir. Ouais.
Et effectivement, moi, j'ai aussi donc 2 séminaires dans l'année, un qui est plutôt en juin, l'autre en décembre. Il y a toujours une partie qui est très orientée business, bilan à mi-année ou préparation de l'année suivante. Et il y a une partie qui est plus développement personnel. Et effectivement, en 2020, j'ai choisi le thème de la résilience. Parce que je sentais que c'était très important. Ça l'était pour moi et je pense pour les autres aussi. Donc, ça a beaucoup libéré la parole. Où on a fait d'ailleurs un bilan de ce qu'on vivait aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Et ça a beaucoup aidé. Et en 2021, j'ai choisi le thème du sens et de la motivation. Parce qu'en fait, tout repartait. Il y avait le rebond, mais on avait besoin quelque part de tourner un peu la page et de savoir finalement qu'est-ce qui nous animait dans ce nouvel environnement. Ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment comment tu designs, comment tout ça n'arrive pas par hasard en fait. T'es quelqu'un qui se repose beaucoup sur les rituels. Oui. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns ? Oui, alors j'ai des rituels. Alors il y a des rituels qui sont vraiment opérationnels, courants, et puis il y a des rituels encore une fois qui sont un peu plus développement personnel. Donc typiquement dans la semaine, on a ce qu'on appelle une réunion éditoriale, une réunion d'équipe où on partage un peu tous les sujets. Et moi j'ai un point hebdomadaire avec chacun des membres de mon équipe. Et donc là, on parle certes professionnel, mais on parle aussi beaucoup de personnel. Donc voilà, comment la personne se sent, quelles sont les difficultés, la charge de travail. Parce que finalement, je pense qu'on est la même personne au travail qu'on est chez soi, et on laisse pas ces problèmes à la porte d'entrée. En fait, on les emmène. Et encore une fois, le fait de se sentir en confiance, de pouvoir le dire, ça aide beaucoup. Et puis, je sais pas, mais si quelqu'un a un problème de santé, et que la personne a du temps, il suffit de se reconfigurer au sein de l'équipe pour qu'on prenne la charge. Et puis une autre fois, ça sera quelqu'un d'autre et on prendra les sujets. Oui. Et en fait, moi d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans mon équipe, c'est que quand il y a quelqu'un qui n'est pas là pour une raison ou pour une autre, c'est assez rare que je demande de reprendre les tâches. Ça se fait automatiquement et chacun se propose. Et donc, c'est super. Oui, c'est super. Il y a aussi quelque chose que tu nous avais partagé qui m'a frappée, c'est cette façon que tu as d'amener des interprètes pendant les séminaires pour que chacun puisse s'exprimer dans sa langue. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on est un groupe français, donc il y a beaucoup de francophones. Donc la personne au Maroc parle français, mais c'est pas forcément sa langue natale. Et on a nos anglophones, donc souvent, nos réunions sont en anglais. Mais au moment des séminaires, il y a une partie justement qui est très personnelle, développement personnel, et là, c'est plus compliqué de parler dans sa propre langue. Donc effectivement, je fais venir un interprète en général qui traduit en direct. Et ça, j'imagine que pour libérer la parole, c'est... Oui, c'est très, très apprécié. Alors, des fois, on se retrouve avec du franglais, par contre, puisqu'elle aide aussi dans l'autre langue. Mais voilà, ça met un climat de confort, de bienveillance. D'ailleurs, souvent, les interprètes font même maintenant partie des séminaires, parce que quand on a fait, par exemple, le séminaire sur la résilience, la personne s'est aussi exprimée, s'est retrouvée en capacité, en traducteur direct, d'exprimer son ressenti. Et voilà. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Tu as parlé d'empathie. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette notion. Tu es quelqu'un de très empathique, ce qui est une qualité. Comment tu trouves le bon équilibre entre l'empathie et l'exigence ou la fermeté que requiert aussi ton rôle de manager ? Oui. Alors moi, je suis assez capable de prendre les casquettes. Je suis quelqu'un aussi qui a une joie de vivre, qui a un sens de l'humour. Et donc, il y a des moments où je suis très sérieuse ou d'autres, je le suis pas du tout. Voilà, ça fait partie de ma personnalité parce que je pense qu'on peut aussi faire des choses sérieuses tout en s'amusant. Et donc, encore une fois, c'est vraiment de poser les choses, faire que les gens s'expriment, que moi aussi je m'exprime parce que ça va dans les deux sens. Et je sais pas, je le sens, je vois bien quand c'est le moment de l'échange, il faut que ça soit constructif. Et il y a un moment, faut prendre des décisions. Soit, par exemple, la vie est collégiale et tout le monde est d'accord. Soit, il faut prendre des décisions. Et comme en plus, vous vous doutez bien, j'ai une société une équipe qui est variée, on n'arrive pas forcément aux mêmes solutions. Mais combien de fois ça m'est arrivé, je pense à quelqu'un en particulier, il va probablement se reconnaître, où ça fait 1 heure qu'on se pose des questions à 3. Voilà, il arrive dans la pièce et on pose des choses et là il fait mais pourquoi vous faites pas ça ? Et là en fait c'est complètement évident pour lui alors que nous ça l'était pas pour nous. Ouais.
Et c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, alors nous, pareil, on travaille en mode projet. Donc, dans toutes nos actions de communication, quand on a des gros sujets, même les événements, il y a des porteurs de ces sujets-là parce que c'est leur compétence. Mais au départ, on se met tous ensemble dans la salle. Et en général, soit moi ou la personne en charge du projet explique les tenants, les aboutissants, les enjeux. Et là, on configure tout ensemble. Et donc, tout le monde est embarqué, forcément, puisque tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Puis après, on se répartit pour l'exécution. Et on a des points réguliers. Je voudrais qu'on termine sur un sujet important qui est celui de la confiance. Oui. Donc, ouais. qui était un peu en filigrane de tout ce qu'on a évoqué là. Mais je crois que ton approche, elle est là aussi très anglo-saxonne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Une approche très anglo-saxonne. C'est vrai que moi, je fais 100% confiance a priori. Alors, je sais que c'est pas forcément évident parce qu'en général, on va dire, bah non, la confiance, ça se gagne. Mais moi, je fais 100% confiance. D'ailleurs, souvent, on me dit, Stéphanie, t'es naïve, faut pas faire confiance. Mais honnêtement, ça fait plus de 20 ans que je travaille et j'ai tiré plus de bénéfices à faire confiance que de ne pas faire confiance. Donc, effectivement, je donne 100% confiance a priori. Et après, éventuellement, je recadre ou je resserre au fil de l'eau. Mais effectivement, ça change tout. Parce qu'en fait, dès le départ, vous n'avez pas peur, vous essayez. En fait, on vous fait confiance et ça, c'est inestimable, en fait. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager ? Alors, il y a plein de choses, mais celle qui vient en tête, il y a une expression anglaise que j'aime beaucoup qui est « walk the talk ». En fait, c'est de passer de la parole aux actes et c'est faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et donc, moi, une valeur d'ailleurs qui est très importante chez Safran aussi et qui est très importante pour moi, c'est de manager par l'exemple, en fait. Et donc, effectivement, moi, je dis ce que je fais parce que mon équipe a aussi besoin de savoir. Donc, ça va avec la transparence et je fais ce que je dis. Et un point aussi qui est très important, c'est l'importance du feedback. Et donc, c'est pas uniquement le feedback du manager vers l'équipe, mais c'est aussi l'équipe vers moi. Et des feedbacks, ce que j'appelle constructifs. Parce que très sincèrement, il y a peut-être des choses que je fais qui sont mal perçues ou qui sont peut-être pas bien, mais en fait, si personne me le dit, je le saurai jamais. Et ça, comment ces feedbacks, c'est quoi les canaux pour qu'ils puissent s'exprimer dans ton équipe ? Comment ça s'organise ? Encore une fois, c'est les points individuels. C'est en ça, fait, moi, j'ai tendance à faire des feedbacks, mais même sur le travail ou sur le quotidien, et eux font la même chose. Et puis après, il y a les fameuses plateformes comme les séminaires qui sont un peu plus larges. Et puis, il y a aussi les entretiens individuels. Mais en même temps, à l'entretien individuel, l'employé ne devrait pas découvrir quelque chose que je ne lui ai pas déjà dit dans l'année. Oui. Merci beaucoup Stéphanie, c'était plein d'astuces et de choses très concrètes, d'idées dont on peut s'inspirer. Merci beaucoup pour ton partage. Merci encore. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette interview vous aura inspiré et donné des idées à tester et à mettre en pratique dans votre équipe. Retrouvez cet ouvrage et les titres de la collection La Boîte à Outils dans toutes les bonnes librairies et sur dunod.com.